Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons pour une série de 3 vidéos portant sur le nouveau thème d'histoire, à savoir l'État à l'époque moderne en France et en Angleterre, et le chapitre 1 donc porte sur l'affirmation de l'État dans le royaume de France. Alors, la problématique étant la suivante, comment l'État monarchique s'est-il renforcé à l'époque moderne dans le royaume de France? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi de France naît durant la période médiévale, qu'un seigneur parmi d'autres, qui domine un territoire qui équivaut plus ou moins à l'île de France un petit peu élargie, et que d'autres seigneurs dominent les autres régions de France. Et ce que l'on va constater donc, c'est un agrandissement progressif du territoire dominé par le roi de France, avec l'entrée dans le giron du royaume de France de nouveaux territoires. Et pour cela, l'État va s'organiser en mettant en place une administration, et c'est surtout le pouvoir du roi de France qui va être théorisé. Ça va être la monarchie absolue de droit divin, permettant d'asseoir l'autorité du roi de France. Dernier point, nous parlerons des limites et des freins à cette autorité nouvelle et à ce pouvoir royal, avec une série de crises, au premier rang desquelles la Fronde, qui va constituer la principale remise en cause à la mise en place de cet absolutisme. Alors, dans un premier temps, l'État s'affirme ainsi que le pouvoir royal. Le premier élément, et c'est votre petit 1, c'est que l'État va s'agrandir, le territoire va s'agrandir. De nouveaux territoires rentrent donc sous la tutelle du royaume de France, notamment par des mariages, ça va être le cas de la Navarre, puisque vous avez Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui épouse celle que l'on a appelée la reine Margot, donc qui est la sœur du roi Charles IX, et de cette manière la Navarre intègre le royaume de France, et puis certains territoires vont intégrer le royaume de France par des guerres. C'est le cas de l'Artois, qui en 1659 est conquise par le roi Louis XIV. Ce territoire, il va être structuré de routes, de canaux, et à ses frontières, il va être bordé notamment de citadelles fortifiées qui vont être construites par Vauban et constituer ce qu'on appelle la ceinture de fer. Elle s'ajoute aux frontières naturelles que constituent les Alpes et les Pyrénées pour former globalement, à la fin de l'époque moderne, l'hexagone tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les rois de France vont également agrandir leur territoire outre-mer avec des conquêtes coloniales. La Martinique et la Guadeloupe vont rentrer dans le territoire français, vont être conquises par la France, ainsi que des comptoirs en Inde par exemple. Deuxième point, pour maîtriser ce territoire toujours plus grand, le pouvoir va mettre en place et consolider une administration lui permettant de maîtriser ce territoire. L'administration, elle s'appuie sur un gouvernement. Le roi s'entoure de ministres et notamment de ce que l'on appelle le principal ministre, c'est-à-dire l'équivalent un petit peu d'un premier ministre. Deux ont inscrit leur nom dans l'histoire, Richelieu tout d'abord sous Louis XIII, et puis Mazarin qui va proprement gouverner le pays au moment de la minorité de Louis XIV. Certains ministres, comme Jean-Baptiste Colbert, qui est contrôleur général des finances, vont jouer également un rôle important pour lui dans la modernisation économique du pays. Et puis après, l'État va progressivement, à partir de François Ier, construire une administration provinciale lui permettant notamment de prélever l'impôt, sous la responsabilité des intendants, notamment, qui agissent dans les généralités pour prélever les impôts qui vont être soit directs, soit indirects.
Très important, pour agir, l'État s'appuie sur des officiers, hein, ce sont des fonctionnaires, et à cette époque, la particularité, c'est ce que l'on appelle la vénalité des offices, c'est-à-dire que un certain nombre d'offices, c'est-à-dire de postes de fonctionnaires, si vous préférez, un certain nombre de ces offices, donc s'achètent, ce qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Dernier point qui va permettre finalement à cette administration qui est mise en place de mieux contrôler le territoire, c'est ce que l'on appelle l'édit ou l'ordonnance en 1539 de Villers-Cotterêts. Et cette ordonnance, elle est très importante puisqu'elle dit que désormais tout acte émanant de l'administration doit être rédigé en français. Et cette unification linguistique dans un royaume de France où l'on parle le breton, le corse ou d'autres patois régionaux, eh bien cette unification linguistique, elle va permettre au roi et à son administration d'asseoir leur pouvoir. On peut dire cependant que cette centralisation depuis Paris demeure tout de même limitée, puisque certaines villes et provinces échappent au pouvoir de par la distance qui les sépare de Paris. On ne peut pas dire que la mainmise de l'État et de l'administration, même si cette mainmise est forte, elle soit totale. Dernier point, le renforcement de la monarchie dans la théorie et dans les symboles. Pourquoi dans la théorie, vous allez avoir deux penseurs, Cardin-Lebray dans un premier temps, puis Bossuet, qui vont théoriser par écrit la pensée et donc l'idée même de monarchie absolue, et en particulier chez Bossuet, de monarchie absolue de droit divin, conférant au roi tous les pouvoirs. Et qui confère au roi tous ses pouvoirs? Eh bien, c'est Dieu. À partir de ce moment-là, les pouvoirs du roi sont inattaquables. Il se situe au-dessus de ses sujets. Il est l'interface entre Dieu et ses sujets. Et à partir de ce moment-là, il ne peut être remis en cause. Cette magnificence et cette domination du pouvoir royal, eh bien, elle va s'exprimer de plusieurs manières. Dans la pierre tout d'abord, hein, puisque les rois de France vont être à cette époque de grands ordonnateurs, si l'on peut dire, d'un développement donc du pouvoir dans la pierre, les châteaux de la Loire sous François Ier. On a également Louis XIII qui poursuit la construction du château du Louvre, qui est le château des rois de France durant le Moyen-Âge, donc, et jusqu'à la construction, sous Louis XIV, du château de Versailles, qui est la représentation donc symbolique et architecturale du pouvoir absolu. Ce que font également à la cour les rois, c'est la mise en place d'une étiquette extrêmement stricte, c'est-à-dire d'un ensemble de règles plus ou moins implicites auxquelles la noblesse doit se plier si elle veut rentrer dans les faveurs du roi. C'est une mise au pas, hein, donc symbolique de cette noblesse. Et puis, eh bien, par les autres éléments, hein, notamment par le théâtre et par les lettres, on est à une époque où Louis XIII et Louis XIV vont être à l'origine de la création d'académies, hein, donc encore une fois des lettres, l'Académie royale de musique, qui vont contribuer véritablement à magnifier le pouvoir royal à l'époque. Voilà pour la fin de donc cette première partie. Je vous retrouve tout de suite dans une deuxième vidéo pour la deuxième partie.